Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois une rencontre avec Hubert Reeves. Jean-Jacques Duré, directeur de rédaction de Catobel, s'est rendu à Paris, au domicile d'Hubert Reeves, pour l'interviewer. Je vous laisse regarder cette rencontre. Hubert Reeves, merci de nous recevoir chez vous à Paris. Je dis chez vous à Paris parce que c'est un des endroits où vous vivez. Vous êtes avant tout un citoyen du monde, forgé par une double nationalité, à cheval sur deux continents, franco-canadien. Alors, est-ce que vous êtes aussi astrophysicien et écrivain? Vous avez vulgarisé beaucoup d'ouvrages scientifiques et vous êtes passionné par la biodiversité. Vous avez été aussi un écologiste avant l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui motive votre action? En gros, c'est la prise de conscience de la situation présente, c'est-à-dire le fait que nous vivons une vie confortable mais menacée. Tous les compteurs sont au rouge, comme on dit, et ça, nous nous rendons compte. Nous avons tous les jours des mauvaises nouvelles sur tel ou tel plan, sur tel ou tel domaine, et on s'aperçoit très bien que ce qui se passe, si on continue à le poursuivre, ça pourrait aller très mal. Donc moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je suis inquiet pour la vie qu'ils auront dans un futur qui n'est pas très lointain. À l'échelle de 30 ans ou de 50 ans, personne ne sait comment cette planète sera dans 30 ans ou 50 ans. Ce n'est pas des distances des temps astronomiques, on ne dit pas dans des millions d'années. C'est à des périodes où mes petits-enfants seront vraisemblablement encore en vie. Ceux qui sont petits, 50 ans, c'est pas énorme. Donc c'est ça qui me pousse beaucoup. C'est cette inquiétude par rapport au développement de ce qu'on voit autour de nous, de la détérioration de notre environnement, enfin tous les trucs que vous connaissez, le réchauffement climatique, ce qu'on appelle la litanie, l'acidification de l'océan, tout ça, on en a maintenant une liste impressionnante et éminemment crédible. Il est trop tard maintenant pour douter de cela, ça paraît même très très vraisemblable. Donc c'est ça qui me pousse, c'est cette inquiétude qui me pousse. On va reparler de la biodiversité tout à l'heure, mais au départ, qu'est-ce qui vous a amené vers les sciences? Oh, ça, c'est une passion d'enfant. Je vivais au Canada dans une famille où mes parents avaient une véritable vénération pour la nature. Nous vivions près d'un grand lac, près de Montréal, où il y avait d'immenses marécages, où je passais beaucoup de temps. Et dans ma famille, l'idée de la nature, les maisons d'oiseaux, tout cela, c'était très, très présent. Ça faisait partie de la famille. Donc j'ai eu la chance, pourrait-on dire, d'avoir des parents qui m'ont inculqué cet amour, et non pas simplement par des discours, mais aussi par des actes. Et ça, je le conseille aux parents, si vous avez des enfants, si vous voulez en faire des enfants qui préservent la nature, amenez-les vous-même dans la nature et montrez-leur que vous appréciez, que pour vous c'est important, et les enfants sentent cela. Alors, la nature, c'est évidemment avoir les pieds bien sur terre, mais qu'est-ce qui vous a poussé à regarder vers le ciel et à vous intéresser aux planètes? Ben, la nature, c'est aussi les étoiles, c'est aussi les planètes. À cet endroit où nous vivions, nous avions un horizon très dégagé et on voyait très bien les couchers de soleil magnifiques, les étoiles, la nuit. J'avais bâti avec un ami un télescope et je m'amusais beaucoup à retrouver les constellations. Mes parents connaissaient un peu aussi les cartes du ciel, tout ça. Ça faisait partie du quotidien familier. Donc, quand est venu le temps de faire des études, ben, pour moi, c'était tout à fait naturel de choisir la faculté des sciences. Vous avez une éducation religieuse. Est-ce que la science a remis en cause cette éducation? En d'autres mots, est-ce que foi et science, c'est compatible? Alors, c'est ce qui a remis en cause la religion, ce n'est pas tellement la science, c'est plutôt des réflexions que j'avais, se passaient comme ceci. C'était très catholique. On m'enseignait, les chrétiens, nous avons la vérité, nous avons la chance d'avoir reçu le message du Christ et tout ça, et je vivais ça très bien. Mais je me disais, je leur posais la question, mais je disais, mais les Chinois, eux, ils n'ont jamais reçu ce message. Ah oui, mais ça viendra, ça viendra. Et tout ça m'a paru très provincial tout d'un coup. Je me suis dit, si j'étais né en Chine, qu'est-ce qu'on m'aurait dit quand je posais cette question? Est-ce qu'on m'aurait dit, c'est nous qui avons la vérité et les pauvres autres membres de la population humaine, ben ils n'ont pas eu de chance. Tout ça m'a paru horriblement provincial. Et à la longue, je me suis dit, bon, c'est une foi, mais il existe beaucoup de foi différentes dans le monde.
Et il faut voir un peu au-delà de ces créneaux. Quoi. C'est ça qui. Alors la science, non, la science ne m'a pas causé de problème, bien sûr, mais non, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça qui m'a amené à une position plus élargie, par exemple, où je ne suis plus pratiquant d'aucune foi particulière, mais je crois beaucoup à une interrogation sur le monde, ce qu'il y a sur le sens des choses. Je n'ai pas de réponse, mais cette interrogation m'est très importante. Mais vous avez encore une croyance en Dieu ou pas du tout? Alors, bon, on va aborder cette question autour du problème dont vous allez parler tout à l'heure, qui est celui de la création. La création, telle qu'on l'a définie, elle pose au départ l'idée qu'il y a eu une création. Qu'est-ce que ça veut dire une création? Ça veut dire qu'il y avait un temps où il n'y avait rien, puis tout d'un coup, il y a eu quelque chose. Quelle preuve avons-nous du fait qu'il y a eu un temps où il n'y avait rien? Aucune preuve. C'est purement une création de l'esprit humain. Tout ce que nous savons, c'est que notre univers est très ancien, il date d'au moins 14 milliards d'années. C'est tout ce que nous savons. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Nous n'en savons rien. Donc, ce thème de création, pour moi, c'est aussi un terme inventé par les humains. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vois plus cette nécessité. Alors, pour ce qui est du problème plus général de Dieu, je dirais ceci. En observant les différentes religions qui sont sur la Terre, et il y en a partout des religions différentes, on s'aperçoit qu'il y a de grandes différences entre ces messages. Par exemple, si vous vivez en Europe, vous croyez, vraisemblablement, vous êtes chrétien, vous croyez qu'il y a un Dieu, et ce Dieu est un Dieu personnalisé. C'est une personne. Vous pouvez lui parler, vous pouvez prier. Vous êtes convaincu quand vous priez qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne, comme on dit. Si vous étiez né en Chine, on vous aurait dit qu'il y a un grand principe qu'on appelle le Tao, organisateur, mais ne perdez pas votre temps à le prier parce qu'il n'y a personne au bout de la ligne. Alors, le fait d'avoir des réponses si différentes, comment expliquer que des êtres humains en différents lieux de la planète aient eu des conceptions si différentes de ce que peut être ce Dieu? Alors, ma réponse, c'est ceci. Nous sommes les humains, une espèce parmi des millions d'autres sur notre planète. Chaque espèce a développé sa façon de vivre, c'est-à-dire son intelligence. Les intelligences, par exemple, vous avez un chat. Votre chat, vous n'auriez pas l'idée de lui enseigner la géométrie. Parce que vous pensez bien que même si vous le trouvez très, très intelligent, vous doutez fort du fait qu'il puisse comprendre la géométrie, vous doutez même du fait que ça l'intéresse. Donc je pense que comme les chats, nous avons une intelligence qui nous a permis de nous adapter, de faire des merveilles, de comprendre la physique, la théorie de la relativité. Nous avons vraiment un cerveau fabuleux, probablement sur le plan de la pensée abstraite, le plus fabuleux qu'il y ait sur cette planète. Peut-être ailleurs il y a mieux, on ne sait rien. Mais cela me permet de penser que comme notre chat, nous sommes limités. Et que le problème que vous posez de qu'est-ce qu'il y a au-delà, y a-t-il un Dieu, y a-t-il quelque chose, y a-t-il un grand principe, etc., je pense que ça nous dépasse. Il faut admettre que, comme les chats, nous sommes limités. Et celui-là, la raison pour laquelle nous avons tant de réponses différentes, incompatibles, vous ne pouvez pas être à la fois une personne et pas une personne. Je pense que pour moi, ça marque nos limitations. Donc, c'est ma réponse personnelle à cette question. Cette question m'intéresse, mais je pense qu'elle nous dépasse. Vous avez parlé du commencement du monde sur le Big Bang. Est-ce que le Big Bang, c'est le moment zéro de l'univers? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, on ne peut rien dire de tout cela. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous savons qu'il y a une histoire de l'univers. Nous avons des preuves qu'il y a eu du passé, des étoiles, des galaxies, tout ça. Nous savons que cette histoire, nous pouvons la retracer, comme des historiens, jusqu'à 14 milliards d'années dans le passé. Nous savons qu'à ces 14 milliards d'années, l'univers était extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux, ce qu'on appelle le Big Bang. Nous n'avons aucune information de ce qu'il y avait avant, ni même s'il y avait du temps avant. Donc, moi, plutôt que de dire le temps zéro, je dis c'est l'horizon. Quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon.
vous ne voyez pas d'eau au-delà de l'horizon, vous ne vous sentez pas capable de dire qu'il n'y a pas d'eau parce que vous n'en voyez pas. Vous dites simplement, je ne peux pas dire s'il y a de l'eau au-delà de ça. Pour ce qui est de l'univers, nous voyons que l'univers dure depuis au moins 14 milliards d'années, mais nous n'avons aucune preuve qu'il y avait quelque chose avant, ce que j'appelle un horizon. Donc il faut toujours admettre de ne pas remplacer, pas mettre des affirmations là où il faut mettre des points d'interrogation. Une phrase va peut-être vous faire bondir. On dit des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Un chercheur qui trouve, on en cherche. L'Université catholique de Louvain a placé sa rentrée académique 2016-2017 sur justement les aventuriers de la recherche qu'ils appellent les saventuriers. Je vous propose de regarder ce reportage. À l'Université catholique de Louvain, la thématique de cette année tourne autour du monde de la science et plus particulièrement autour d'une étrange espèce, le saventurier. Le terme saventurier, contraction de savant et d'aventurier, est là pour nous rappeler que le chercheur est loin du stéréotype du professeur tournesol. Loin de cette image surannée du scientifique confiné dans son laboratoire, les yeux rivés sur son binoculaire. Mais s'il ne correspond plus à cette image, en quoi le chercheur d'aujourd'hui est-il un aventurier ? Le chercheur, le scientifique, est quelqu'un qui prend des risques par rapport à ce que l'on connaît et ce qui reste à découvrir. Donc l'aventure scientifique, dans ce sens-là, pour moi, c'est le fait que tous les chercheurs, tous les scientifiques sont aux frontières des connaissances. Et leur objectif, c'est de transgresser. Alors j'aime bien le terme transgresser, parce que c'est pas simplement passer la frontière. Passer la frontière, tout le monde passe la frontière. Transgresser, ça veut dire aller au-delà où, quelque part, on n'est jamais allé. Donc le scientifique, c'est ça son métier, en fait. Hein. C'est de traverser, de repousser cette frontière, et c'est risqué. Alors c'est parfois risqué au sens propre, parce qu'il y a des scientifiques qui partent au pôle sud, qui vont dans des environnements hostiles, etc. Mais l'aventure scientifique, c'est aussi simplement le fait que dans un laboratoire comme le mien, bon, qui n'a rien d'exceptionnel, hein, qui est un endroit extrêmement banal, ben, il y a une sorte de bouillonnement en permanence parce qu'effectivement, tous les jours, petit à petit, pour des petites choses, on repousse la frontière du connu. Un bon exemple de ces chercheurs est le professeur Sophie Lucas. Pour elle et pour ses collaborateurs, les journées sont loin d'être de tout repos. Pour les étudiants, par exemple les étudiants doctorants, les chercheurs qui pratiquent vraiment la recherche au quotidien, la journée est souvent très très agitée. On court partout, on fait des expériences, on passe beaucoup de temps à les interpréter, à récolter le matériel nécessaire pour les mettre en place, à penser aux suivantes. Quand on devient un peu plus senior, c'est mon cas, la journée type change radicalement. Moi, je passe beaucoup plus de temps à écrire. Je décris des projets pour lesquels je sollicite des financements. Je décris la manière dont j'ai utilisé les financements que j'ai obtenus. Mais ce n'est pas la partie la plus passionnante de mon travail. La partie la plus passionnante, c'est quand justement j'interagis avec les étudiants qui travaillent avec moi, qu'on commente le résultat pour essayer de définir ensemble les étapes suivantes de notre recherche, prendre un peu de recul par rapport à la signification de ces recherches. Et donc ça, c'est la partie vraiment très très intéressante. La recherche est un travail de déduction, de réflexion. C'est une espèce de bouillonnement intellectuel permanent que je trouve vraiment passionnant et c'est ça qui m'amuse, c'est d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Pour être un bon chercheur, il faut être très créatif. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre domaine. On est inspiré par quelqu'un et les résultats de ces recherches nous ouvrent la voie vers de nouvelles questions qui nous intéressent aussi. Et on transmet comme ça cette recherche de connaissances d'une génération à l'autre. La recherche, c'est passionnant, mais c'est une passion dévorante. Il faut être prudent avant de se lancer dedans parce que c'est parfois un parcours très difficile. Mais si vous avez cette petite flamme de curiosité qui vous anime, alors lancez-vous. Vous n'en aurez probablement pas beaucoup de gratification de la part du grand public, mais par contre, vous aurez l'occasion d'avoir quelques petites satisfactions qui viennent de l'intérieur au moment où on fait un pas dans la compréhension de quelque chose. Et ces satisfactions qui se construisent à l'intérieur, elles sont d'une intensité absolument exceptionnelle.
Merci. Alors, est-ce que les chercheurs sont des aventuriers modernes? Certainement, ce sont des aventuriers dans le sens que ce qu'on va trouver, on ne connaît pas. Vous savez, il y a l'histoire de cet homme qui remplit un formulaire pour avoir des subventions pour une expérience. Il y a une des pages où c'est écrit « Qu'est-ce que vous attendez de cette expérience ?» Il écrit « Si je le savais, je ne la ferais pas ». C'est tout à fait ça, la réalité. C'est justement, on a une idée de ce qu'on pense attendre. Si on le trouve, c'est bien. Si on ne le trouve pas, on change d'idée complètement. L'idéal, c'est qu'on trouve à peu près ce qu'on attend, mais pas tout à fait. C'est précisément la position la plus créatrice parce que ça vous indique dans quel sens il faut chercher. Ça vous dit que ce que vous avez déjà, c'est pas mal, mais ça vous indique, oui, mais il faut compléter. Et ça, c'est très important et c'est la situation dans laquelle, malheureusement, la physique se trouve aujourd'hui. Par exemple, à Genève, au CERN, on fait des expériences justement pour explorer plus avant notre connaissance de la matière. On regarde quelles sont les prédictions faites avec des théories qui existent. On fait des expériences et on trouve exactement ce que prévoit la théorie. Ce qui ne vous avance pas, bien sûr. On aimerait trouver à peu près, mais pas tout à fait. Alors, chaque fois que ça marche bien, qu'on trouve bien les résultats prévus, au lieu de dire « formidable », les gens disent « ah ben tant pis alors, on est obligé de recommencer ». Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est qu'il faut trouver une accroche pour aller plus loin. On sait que les théories présentes ne sont pas satisfaisantes. Il y a des quantités de questions auxquelles elles ne répondent pas du tout et des questions avec des portées énormes. Donc on sait qu'on est devant un mur et on n'arrive pas à franchir ce mur parce que notre moyen de franchir le mur, c'est de faire des expériences. Et quand les expériences vous redonnent le résultat que vous avez prévu, vous n'avez fait aucun progrès. Nous allons en arriver maintenant à la dernière partie de cette émission. Il y a votre combat actuel pour la protection de l'environnement. Je vous propose de visionner un reportage sur la biodiversité et nous en parlerons tout de suite après. La Terre, celle que l'on surnomme la planète bleue. Au fur et à mesure que l'on s'en approche, un bleu qui se décline en une multitude d'autres couleurs, de reliefs ou de paysages. Des milieux d'une variété incroyable et qui vont permettre à une infinité d'espèces végétales et animales de se développer et de se reproduire. Une vie multiforme. L'ensemble des êtres vivants qui la peuplent forment ce qu'on appelle la biodiversité. Et parmi toutes ces espèces, il y en a une parmi d'autres, l'homme. L'homme pense que la planète est inépuisable, qu'elle continuera à lui donner sans limite de quoi vivre. Mais ce n'est qu'un rêve, et déjà, il s'en rend compte. La révolution industrielle lui a offert des pouvoirs infinis. Mais très vite, la pollution, la destruction, l'urbanisation, la surexploitation modifient l'équilibre de la Terre à une cadence sans précédent. Or, la Terre a besoin de temps pour se ressourcer et se régénérer. L'homme ne lui en laisse pas l'occasion. Du coup, des centaines d'espèces disparaissent et tout autant sont menacées. La disparition d'une espèce entraîne celle d'une autre, une véritable cascade qui, à terme, menace l'homme lui-même. Si un jour l'abeille disparaît, disait Albert Einstein, il ne restera à l'homme que 5 années à vivre. Or, les abeilles ont bien du mal à résister. En fait, nous oublions trop souvent que la nature nous est indispensable. Elle est un véritable réservoir et pas seulement qu'alimentaire. Prenons la mer par exemple. La pêche à elle seule représente plus de 100 millions de tonnes de nourriture au niveau mondial. Mais cela va plus loin. Les algues sont une formidable machine à oxygène, les récifs coralliens protègent les côtes et servent d'abri à une faune et à une flore haute en couleurs.
tout comme les forêts qui fournissent le bois, mais stockent aussi le carbone, absorbent l'eau et la rediffusent. Respecter la biodiversité garantit l'avenir des futures générations. Mais il serait vraiment temps de s'y mettre. Vous avez été président de l'association Humanité et Biodiversité. Vous militez pour la protection de l'environnement. Est-ce que réellement notre planète est en danger? Notre planète n'est pas en danger. Elle va continuer à tourner autour du Soleil sans problème pendant longtemps. La vie sur la Terre n'est pas vraiment en danger. Ce qui est en danger, c'est l'espèce humaine. Ce qu'on apprend au travers de toutes ces menaces que l'on rencontre, c'est que l'espèce humaine pourrait disparaître. Et ça nous choque, parce qu'on nous a toujours dit que nous sommes l'espèce parfaite, le chef-d'œuvre de la création, le but de l'évolution. C'est faux. Nous sommes une espèce parmi des millions d'autres, et toutes les espèces sont soumises à des nécessités pour exister. Et les espèces qui existent et qui durent sont celles qui peuvent répondre à certaines contraintes. Ces contraintes, c'est de s'adapter à leur environnement, de s'adapter au changement. L'espèce humaine, sur ce plan, est loin d'être adaptée. Elle est l'espèce la plus saccageuse qui a existé. Elle est maintenant en train d'éliminer des millions d'espèces. Donc, elle a tout à fait le profil qu'il faut pour disparaître. C'est à nous, maintenant, que revient cette responsabilité de faire que l'espèce humaine ne disparaisse pas en répondant aux multiples problèmes que pose notre attitude saccageuse sur la planète. C'est ça le problème. C'est que la nature nous a fait un grand cadeau, notre intelligence. Notre intelligence nous a permis de faire des bombes atomiques qui ont bien failli nous éliminer il y a quelques décennies. On en est sorti, on ne sait pas très bien comment on a fait, mais on est sorti et puis ça pourrait reprendre. Mais en même temps, cette même intelligence nous permet de faire des technologies extrêmement dévastatrices. Nous sommes en train de réchauffer la planète, d'acidifier l'océan. Nous sommes liés à gouverner, à gérer les produits de notre intelligence. Si nous ne le faisons pas, nous disparaîtrons. C'est ça la situation présente. Il y a quand même une possibilité de pouvoir conjuguer modernité et protection de l'environnement? On espère. Là, vous posez des questions sur l'avenir. L'avenir est inconnu. On espère que oui. On fait comme si c'était le cas. On prend la position de maintenant, nous allons essayer d'éviter l'élimination de l'espèce humaine. Éviter l'élimination de l'espèce humaine. Et cela va demander, par exemple, des conférences internationales que nous avons eues, comme la COP21 que nous avons eue, où nous avons eu un événement de grande importance. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toute l'humanité se met d'accord sur un point. Le dernier jour, 195 pays se sont mis d'accord pour dire il y a un problème. C'est un problème grave, il faut le résoudre, c'est le réchauffement climatique. Voyez? Mais ça, c'est un événement historique pour moi de l'humanité. C'est la première fois, encore une fois, à ma connaissance, que l'humanité se met d'accord sur une question. C'est indispensable. Évidemment, on ne peut pas résoudre un problème s'il n'y a pas une humanité qui est d'accord sur toute la ligne. Si chaque pays peut faire ce qu'il veut, on ne voit pas comment on peut s'en tirer. Donc, il y a des éléments positifs, comme cet événement de la COP21, la COP22 maintenant, qui est évidemment menacé par les élections américaines. M. Trump peut très bien dénoncer les accords de Paris, mais il y a des éléments qui permettent d'être optimistes, et c'est un peu le message que l'on veut essayer de donner avec notre mouvement, de montrer qu'il y a un avenir possible, que l'humanité n'est pas condamnée à disparaître, mais que si elle s'y prend bien, si aménage son comportement, si elle amende ses voies, elle pourrait arriver à s'en tirer. Mais ça va supposer un comportement d'intégration dans l'écosystème dans lequel nous dépendons de toute la nature, les insectes, les animaux et tout, et nous pouvons nous en tirer si nous arrivons à réconcilier notre comportement. J'aime prendre l'exemple des tortues. Par exemple, les tortues, ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis 250 millions d'années. Les tortues se sont adaptées depuis 250 millions d'années à toutes les perturbations qui ont eu lieu sur la planète, que ce soit météorologique, géologique, astronomique. Nous, après à peine 7 millions d'années, c'est le temps qu'on donne justement pour Homo. Après 7 millions d'années, nous sommes déjà dans le collimateur, voyez. Donc nous avons à prendre des leçons des tortues qui nous disent, si vous voulez durer,
arrangez-vous pour vivre en harmonie avec la nature et cesser de la saccager. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette défense de l'écologie? C'est le constat évidemment que vous venez de faire de la planète, mais est-ce qu'il y a un lien avec l'astrologie, écologie? Alors, quel rapport y a-t-il entre astronomie et écologie? Ce sont les deux versants de la même histoire. L'astronomie vous raconte comment vous en êtes arrivé à être ici aujourd'hui. Quelle est l'histoire antérieure qui fait que vous êtes là, nous sommes là, avec notre corps, notre gros cerveau, qui nous permet de comprendre, qui nous permet d'agir. Ça, c'est l'astronomie et toutes les sciences, bien sûr, je prends. Toutes les sciences nous racontent ce que j'aime appeler la belle histoire. La belle histoire, c'est comment nous en sommes arrivés à être ici aujourd'hui, après des phénomènes qui impliquent des collisions de galaxies, des explosions d'étoiles, tout ce que la science moderne nous apprend sur l'évolution de la vie dans l'univers. Ça, c'est le versant astronomie. Le versant écologie, c'est de dire, d'accord, c'est très bien, vous êtes là, mais vous êtes dans une position vous êtes en danger. Si vous voulez y rester, si vous voulez rester dans les bonnes conditions que vous avez acquis grâce à l'astronomie, il faut agir et promptement. Voyez? Donc, astronomie, c'est le passé, écologie, c'est le futur. Comment rester dans ces conditions? Parce qu'aujourd'hui, tout cela est sérieusement menacé. Face au constat que vous avez fait et aux défis qui nous attendent, est-ce que vous restez optimiste? Je veux rester optimiste. C'est une volonté, c'est plutôt du volontarisme. Je pense que quand on dit que c'est foutu, c'est foutu. Tant qu'on garde l'espoir, tant qu'on dit non, il faut se battre, il faut y arriver, il faut faire ce qu'il faut, ça n'est pas foutu. Donc c'est l'attitude que nous essayons de prôner. C'est une attitude que j'aime comparer au début des années 1940, quand les Allemands, quand Hitler dominait sur tous les fronts et qu'il semblait que même la civilisation était menacée. Eh bien, il y a un homme en particulier, Churchill, j'ai la plus grande admiration, qui disait non. Je dis non. Et grâce à lui, nous savons que nous avons pu résoudre ce problème. Vous voyez, c'est une attitude volontariste comme celle-là qui est nécessaire de prendre aujourd'hui. Il faut bien réaliser que nous sommes dans une situation critique, que vont se prendre maintenant des décisions qui vont influencer l'avenir de l'humanité pour des milliers d'années, et que si on les prend mal, nous disparaîtrons, la nature ne fera pas de cadeau. C'est la fin malheureusement de cet entretien. Professeur Rives, merci de nous avoir consacré du temps, de nous avoir accueillis chez vous, et puis nous espérons que votre message sera entendu. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était une rencontre avec Hubert Rives, interviewé par Jean-Jacques Duré. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.